Alors bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe organisatrice de cette journée et Gila Majrotte pour m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir évoquer avec vous finalement en quoi et surtout comment le tutorat par les pairs, le tutorat entre élèves peut être un moyen de favoriser la collaboration, les interactions, le lien social entre les enfants, entre les élèves à besoins spécifiques et les élèves ordinaires. Alors en ce qui concerne un petit peu le plan globalement de ma présentation, donc on reviendra un petit peu ensemble sur tout d'abord ce que c'est que le tutorat, brièvement, qu'est-ce que c'est concrètement. Et puis on évoquera un petit peu derrière le cas de ce qu'on appelle la médiation par les pairs et qui, vous verrez, est simplement finalement un cas particulier de tutorat pour les élèves à besoins spécifiques dans lesquels l'idée va être de sensibiliser, de former, d'entraîner quelque part les enfants de l'école à s'ajuster à ces besoins spécifiques de leurs camarades. On essaiera de voir un petit peu ensemble ce que nous disent finalement la recherche, que nous dit la recherche sur ces pratiques, sur le tutorat entre élèves en milieu scolaire. Et puis surtout, on passera un petit peu plus de temps peut-être à évoquer ensemble la question de comment on fait concrètement, ou finalement quelles sont les principales étapes de mise en œuvre d'un processus de tutorat entre élèves. Et puis je terminerai, si j'ai le temps, par vous présenter rapidement une étude que l'on a pu mener en Bretagne, donc en France, autour d'une situation de tutorat pour des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme sur une situation de travail sur une tablette tactile. Alors tout d'abord, le tutorat, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que c'est? Le tutorat, globalement, est une situation dans laquelle un enfant maîtrisant la réalisation d'une activité va venir aider un camarade à lui qui soit ne la maîtrise pas ou en tous les cas qui présente un degré d'expertise moindre sur cette activité en question. Dans ce type de situation, il faut bien avoir en tête que ce qu'on entend par tutorat, c'est l'idée que chaque enfant va avoir un rôle chaque élève va avoir un rôle prédéterminé. On va avoir un tuteur et un tutoré. Le rôle du tuteur dans cette situation est bien entendu de faire finalement l'activité à son camarade et de mettre en place des moyens pour aider son camarade à progresser sur cette activité. Et le rôle du tutoré, son rôle est plutôt de réaliser l'activité. Alors j'aimerais simplement dissocier ce type de situation pour que le reste de mon propos soit suffisamment clair pour tout le monde. Dissocier ce qu'on entend par tutorat de ce qu'on entend par apprentissage coopératif, du point de vue de la recherche globalement. Le tutorat, c'est bien une situation dans laquelle on a une asymétrie entre les élèves, entre les deux enfants. Tout ce qui va être de l'ordre plutôt de l'apprentissage coopératif, c'est des situations plutôt d'entraide entre les enfants, où les enfants vont présenter un degré d'expertise similaire sur une activité ou sur une tâche, et ils vont essayer de s'aider l'un l'autre pour la réaliser. Le tutorat, on a bien une asymétrie d'emblée entre les deux, un enfant qui essaie de faire l'activité au deuxième. Alors globalement, du point de vue de la recherche, le tutorat par les pairs, le tutorat entre élèves, est reconnu comme une stratégie inclusive à part entière aux bénéfices multiples. Alors aux bénéfices multiples, on entend par là aussi bien sur le plan du développement cognitif ou du développement académique, c'est-à-dire du progrès sur les apprentissages fondamentaux, les matières plutôt scolaires, mais aussi sur tout ce qui va être de l'ordre du développement social, et des relations entre élèves et entre enfants. Et puis ces bénéfices, on va les retrouver aussi bien d'ailleurs pour l'enfant qui est tutoré que pour l'enfant qui est lui-même tuteur dans ce type de situation. Alors simplement, finalement, quand on est dans une situation de tutorat qui implique un élève ou un enfant à besoin éducatif spécifique, cela va nécessiter quelques ajustements pour le tuteur qui, lui, est dans une mission d'aider l'autre à réaliser ou à de progresser sur cette activité. Et c'est à partir de là qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle la médiation par les pairs, qui finalement, vous allez le voir, est simplement une forme particulière de tutorat dans laquelle on va essayer d'entraîner, de sensibiliser les élèves ordinaires ou les élèves au développement typique à mettre en place des stratégies qui vont leur permettre d'aider et d'interagir plus facilement avec leurs camarades à besoins spécifiques.
Et donc, je vous le disais, ces élèves ordinaires ou ces élèves au développement typique, ces tuteurs vont être formés à utiliser des stratégies qui vont leur permettre de s'ajuster finalement aux besoins spécifiques de leurs camarades. Alors le plus souvent, malgré tout, ce sont des interventions ou des stratégies, des méthodes, on peut appeler ça, qui sont plus globalement centrées sur les relations sociales entre les enfants, plus que sur le développement des apprentissages académiques en tant que tels, même si, bien sûr, il y a des recherches qui montrent que cela peut tout à fait être fait dans cette optique, avec des bénéfices extrêmement riches. Simplement, pour le reste de ma présentation, je me focaliserai plutôt sur ces aspects de comment on se sert du tutorat pour favoriser les liens et l'inclusion sociale, plutôt des élèves à besoins spécifiques. Alors, que nous dit la recherche sur ce type de pratique, finalement, qui consiste à former, à sensibiliser les élèves ordinaires? Eh bien, la recherche nous dit que ce type d'intervention permet de développer des compétences diverses dans le domaine du fonctionnement socio-communicatif des élèves à besoins spécifiques, que ce soit par exemple au niveau du jeu fonctionnel ou symbolique, que ce soit pour favoriser les interactions sociales entre enfants, que ce soit au niveau de la communication ou du langage, mais aussi dans d'autres domaines comme l'imitation ou l'attention conjointe. Et puis l'un des avantages finalement de ce type de situation, de tutorat entre élèves, c'est aussi de pouvoir être mis en œuvre dans des situations variées du quotidien scolaire. Par exemple, dans le cas d'une séance de jeu, qu'elle soit en classe ou dans une salle spécialement dédiée pour ça, mais aussi ça peut être pendant la récréation, mais aussi pendant la cantine ou tout simplement sur des activités purement scolaires en classe. Alors, les données de la recherche nous disent à ce niveau-là que, alors il y a plusieurs recherches, de nombreuses recherches qui ont été faites sur cette question-là, et beaucoup d'entre elles ont malgré tout été conduites en général auprès d'enfants avec un profil autistique. Et la recherche nous dit que ce type de méthode, ce type de pratique est reconnu maintenant comme une pratique basée sur la preuve, c'est-à-dire dont les résultats scientifiques permettent de démontrer qu'il s'agit d'une méthode d'intervention efficace pour améliorer les compétences socio-communicatives des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. Mais les données de la recherche nous disent également que ce type d'approche, ce type d'intervention présente aussi un intérêt pour d'autres enfants à besoins spécifiques, comme par exemple dans le cas d'une déficience intellectuelle, d'un trouble de déficit de l'attention, d'un TDAH, ou bien évidemment on peut l'envisager aussi pour tout enfant à besoins spécifiques. Et puis la recherche nous dit qu'au-delà finalement de cet intérêt pour les enfants qui sont tutorés dans ce type de situation, il y a aussi un intérêt pour les élèves tuteurs, pour les enfants ordinaires, avec des bénéfices scolaires lorsque les activités sont réalisées sur des tâches scolaires, avec un meilleur engagement dans la tâche et une meilleure performance académique sur les concepts qui sont travaillés. Et puis également et peut-être surtout des bénéfices sociaux pour les enfants avec plus d'empathie, une plus grande tolérance vis-à-vis des autres et une meilleure acceptation des différences interindividuelles, une plus grande estime de soi aussi, le fait de s'engager comme ça dans une relation d'aide vis-à-vis de l'autre et d'aider des camarades peut-être un peu plus en difficulté sur certains aspects. Ça permet aux enfants de gagner un petit peu en estime d'eux-mêmes et puis de prendre en maturité. Et globalement, et ça c'est important aussi à avoir en tête, c'est-à-dire que dans toutes les recherches qui ont été menées, les enfants tuteurs, les enfants ordinaires ou les enfants en développement typique qui ont participé à ce type d'activité se disent satisfaits vis-à-vis de cette expérience-là, qu'ils seraient prêts à recommencer et que finalement, depuis leur participation, ou on peut dire ça, leur participation à ce processus de tutorat, eh bien, ils vont aussi plus facilement derrière vers leurs camarades avec ou vers les élèves ayant des besoins spécifiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, finalement, on se pose un petit peu la question de, oui, mais concrètement, comment on fait? Ou concrètement, à quoi il faut penser, finalement? Quels sont les principaux éléments à avoir en tête quand on voudrait ou quand on souhaiterait mettre en place ce type d'intervention? Et donc, on va revenir un petit peu ensemble sur quelques étapes importantes de ce processus de tutorat entre élèves, avec cette idée qu'on a différentes phases qu'on peut décomposer. La première étant de déterminer bien évidemment les compétences ciblées, c'est-à-dire qu'à travers cette situation de tutorat, qu'est-ce qu'on va chercher à travailler, qu'est-ce qu'on va chercher à développer chez le ou les enfants concernés. Et puis deuxièmement, on essaiera d'identifier le contexte de mise en œuvre, dans quel type de situation on met en place ce tutorat. Ensuite, il s'agit d'essayer de sélectionner les élèves tuteurs, on en rediscutera, de former les élèves tuteurs. Il ne faut pas oublier que dans cette logique de ce qu'on appelle la médiation par les pairs ou du tutorat, pour que ce soit réellement efficace,
il faut aussi sensibiliser, former, entraîner les enfants à prendre en compte les besoins spécifiques de leurs camarades. Donc on verra comment on fait ça. Soutenir les élèves tuteurs dans ce processus-là et tout au long du processus, c'est extrêmement important. Et bien sûr, évaluer, comme toute pratique ou méthode qu'on pourrait mettre en place, en évaluer les effets pour éventuellement pouvoir la réajuster derrière. Alors premièrement, déterminer les compétences ciblées, je vous le disais, en général, à travers le tutorat par les pairs, on va être plutôt sur des objectifs centrés sur le développement socio-communicatif. Même si on a aussi des approches qui peuvent se faire avec cet objectif de développer plutôt des apprentissages scolaires. Mais l'idée, dans la plupart des cas, à travers le tutorat par les pairs, c'est avant tout, finalement, de renforcer les liens entre les élèves et de favoriser ces liens entre les élèves, plus que de développer des compétences académiques en tant que telles. Alors la plupart du temps, on va avoir des objectifs centrés sur le jeu chez les enfants ou sur les interactions entre les élèves, tout simplement. Mais on va aussi avoir un certain nombre de travaux qui montrent que l'on peut cibler des compétences pivots du développement socio-communicatif chez les enfants à besoins spécifiques, comme l'imitation, l'attention conjointe, le tour de rôle ou le langage. Le plus important dans tout ça, c'est vraiment de finalement définir des objectifs qui soient individualisés malgré tout, bien sûr, et adaptés aux possibilités de chaque élève. C'est-à-dire de déterminer des objectifs qui soient atteignables pour les enfants, tout en n'étant pas trop finalement facile pour ne pas pour qu'ils gardent un tant soit peu de motivation finalement dans la situation que vous pouvez leur proposer. Alors pour définir ces objectifs, la plupart du temps, on peut s'appuyer sur ce qu'on va appeler des évaluations standardisées ou des évaluations de développement pour cibler un petit peu des domaines de compétences dans lesquels il serait intéressant de proposer des choses, des objectifs d'intervention aux enfants à besoins spécifiques. Et puis la deuxième chose sur laquelle j'aimerais peut-être un peu plus insister, c'est aussi l'intérêt de déterminer ces objectifs d'intervention, ces objectifs de tutorat, en fonction aussi de l'observation, bien sûr, qu'on peut faire des élèves en milieu scolaire et en situation scolaire, avec cette idée que quand on va chercher à développer des compétences sociales ou des compétences communicatives chez les enfants, eh bien, il faut aussi que ces compétences-là ne soient pas simplement un comportement lambda qu'on aurait à un moment donné décidé d'améliorer ou d'augmenter chez un enfant ou de le faire travailler, mais il faut que ce comportement ait une valeur fonctionnelle, bien sûr, adaptative dans son environnement. Et donc partir de situations d'observation des enfants dans, par exemple, la cour de récréation ou dans d'autres situations, peut permettre de se dire, à travers cette activité de tutorat, je vais essayer de mettre en place ou de développer des compétences qui vont lui permettre aussi de finalement de s'adapter plus facilement ou d'être plus à l'aise dans d'autres situations que celles du tutorat à part entière. Alors une fois qu'on a identifié les compétences ou les comportements ou les domaines de développement que l'on voulait cibler à travers ce type de situation, on doit finalement identifier le contexte dans lequel tout simplement mettre en place cette situation de tutorat. Et donc l'idée c'est vraiment d'essayer de déterminer la situation dans laquelle on met en place ce processus de tutorat comme étant une situation où finalement le comportement ciblé ou la compétence ciblée aurait tendance à apparaître naturellement. Par exemple, si on veut développer chez un enfant la capacité à initier une interaction sociale ou à donner des objets dans un but de partage avec l'autre, une situation de jeu peut être tout à fait appropriée. Mais cette idée de toujours essayer de rester sur des situations qui soient naturelles quand on cherche à développer des comportements pour qu'ils aient toujours cette valeur fonctionnelle et adaptative au quotidien. Et puis, il faut bien sûr, mais ça vous le savez, que l'environnement soit motivant pour l'élève, pour les enfants, en essayant de sélectionner des activités ou un cadre d'activités qui soit attractif et attrayant pour les enfants. Et puis, on peut essayer aussi de structurer l'environnement pour favoriser l'apparition du comportement ciblé. Par exemple, c'est l'idée de se dire, si on cherche à développer telle compétence, comment on peut aménager l'environnement pour essayer de faire en sorte que cette compétence apparaisse le plus naturellement possible et le plus efficacement possible. Si chez un enfant, par exemple, on cherche à développer l'imitation, ça peut être tout à fait intéressant de proposer des objets en double exemplaire pour que ce processus d'imitation se mette en place plus facilement entre les enfants. Donc c'est tout simplement des exemples. Après, c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière qui a transféré en fonction du type de situation. Alors ensuite, se pose la question de sélectionner les élèves tuteurs. Quels sont finalement les élèves ordinaires au développement typique qui vont être en mesure de prendre part, de jouer ce rôle de tuteur d'un enfant à besoins spécifiques.
Et même si je sais que ça peut être parfois délicat à dire, mais tous les enfants ne sont pas des bons tuteurs. Ou en tous les cas, si on veut le dire autrement, tous les enfants ne vont pas être en mesure de s'engager de la même manière, avec la même motivation et avec les mêmes compétences dans ce processus de tutorat. Donc après, l'idée, c'est d'essayer de trouver, en tout cas de solliciter des enfants qui seraient les plus à même de jouer ce rôle de tuteur. Alors quelques critères, voilà, à partir desquels on peut essayer de sélectionner, entre guillemets, les enfants. L'absentéisme, bon, c'est bien sûr, quand on met en place un processus de tutorat, c'est en général un processus plutôt sur le long terme, en tout cas sur le moyen terme. Et donc l'idée, c'est quand même d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une relation qui se crée entre les enfants, et pour ça, il faut qu'ils se voient de manière assez régulière. Les compétences sociales et langagières, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à partir du moment où on va cibler des compétences dans ces domaines-là, eh bien, il faut, dans la mesure du possible, que les tuteurs qui vont être finalement dans cette situation, ils vont devoir transmettre ces compétences ou apprendre ces compétences à leurs camarades et eux-mêmes des bonnes compétences sociales et langagières. Et puis, bien sûr, suivre facilement les directives de l'adulte. Il faut que les enfants tuteurs puissent être en mesure de s'ajuster assez aisément ou facilement, en tout cas, aux conseils, aux guidances, aux directives, parfois même, de l'adulte, qui peuvent leur être données pour s'ajuster justement aux besoins spécifiques de leurs camarades. Après, bien évidemment que dans l'idéal, il faut sélectionner des enfants, ou en tout cas demander à des enfants, proposer aux enfants qui sont d'emblée motivés pour prendre part à ce processus de tutorat, et des enfants qui sont motivés pour aider leurs camarades à besoins spécifiques. Ce qui permettra sur le moyen et le long terme, finalement, eh bien, de garder les enfants impliqués dans ce processus-là tout au long du semestre, de l'année, en fonction du temps sur lequel vous êtes susceptible de le mettre en place. Et puis, ce sont aussi des enfants qui, à partir du moment où ils sont d'emblée motivés pour participer à ça, à cette situation de tutorat, vont être plus à même ensuite de transférer finalement les compétences ou les choses qu'ils ont pu apprendre dans ce type de situation à d'autres types de situations du quotidien scolaire auprès de leurs camarades à besoins spécifiques. Et puis, encore une fois, l'idée est bien de partir d'observations en situation écologique pendant, par exemple, la récréation ou ce qui se passe au moment des changements de cours, etc. Entre les enfants peut être un critère important de sélection des enfants tuteurs, et notamment d'essayer d'identifier, pourquoi pas, des enfants qui d'emblée seraient peut-être plus à même que les autres ou auraient plus tendance que d'autres à développer des comportements ou à manifester des comportements prosociaux à l'égard des autres. Ça, en général, c'est plutôt des enfants, du coup, qui vont être de bons tuteurs. Alors bien sûr, sélectionner les enfants tuteurs, à partir du moment où on propose une situation qui a pour objectif de favoriser les relations entre enfants et l'inclusion sociale, eh bien, il faut que les élèves tuteurs ou les élèves typiques qui prennent part à ce type de situation partagent d'autres temps que celui de la situation de tutorat à proprement parler avec leurs camarades à besoins spécifiques, pour justement être en mesure de transférer les connaissances ou les compétences développées lors de ces autres situations. Se pose la question dans un certain nombre de cas de est-ce que finalement on propose à plusieurs enfants d'être le tuteur d'un élève à besoins spécifiques, ou est-ce que finalement il vaut mieux rester sur des dyades avec simplement impliquant 2 enfants. C'est une vraie question à laquelle il n'y a pas de réponse scientifique à proprement parler. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous suggérer que quand c'est possible, eh bien d'alterner et de proposer à différents enfants ordinaires ou différents élèves ordinaires de jouer ce rôle de tuteur pour qu'ils puissent aussi échanger vis-à-vis de ce rôle qu'il leur est proposé et éventuellement s'entraider aussi sur ce type d'activité. Et puis enfin, dans la mesure où si à un moment donné on choisit de mettre en place une situation de tutorat avec plusieurs élèves ordinaires pour un enfant à besoins spécifiques, il faut aussi être en mesure de prendre en compte dès le départ le degré de familiarité entre les élèves ordinaires ou les élèves tuteurs. Ce qu'on a pu observer, nous, en mettant en place ce type de situation dans des situations de jeu, c'est-à-dire qu'on avait constitué des groupes de jeu avec en général un enfant TSA et 2 enfants ordinaires, et on avait mis en place comme ça une situation de tutorat. Et finalement, ce qu'on avait observé, on avait constitué un petit peu les groupes de manière complètement aléatoire, c'est que
En général, quand les enfants, les élèves ordinaires sont de trop bons copains ou de trop bons amis, eh bien, ils vont avoir tendance plutôt à jouer entre eux qu'à jouer avec leurs camarades à besoins spécifiques. Alors l'idée, c'est pas de dire il faut prendre que des enfants qui s'entendent pas et comme ça on est sûr qu'ils vont aller vers les autres. L'idée, c'est de se dire voilà, on va essayer plutôt de constituer des groupes qui soient équilibrés en termes d'attractivité, d'amitié au niveau des enfants, pour que les enfants s'entendent suffisamment bien pour prendre part ensemble à cette activité-là, mais pas trop non plus pour pas finalement qu'il y ait des faits d'exclusion de l'autre, qui est le contraire finalement de ce à quoi on veut, à ce à quoi on aspire. Alors une fois qu'on a sélectionné les élèves tuteurs, vient la question de la formation, de la sensibilisation de ces élèves tuteurs. Et donc la formation des élèves est une étape essentielle puisque c'est à ce moment-là que finalement on va leur apprendre, on va les sensibiliser, les initier à s'ajuster aux besoins spécifiques de leurs camarades. En général, cette formation, cette sensibilisation des tuteurs, elle débute par une période de sensibilisation aux besoins spécifiques du camarade. C'est-à-dire qu'on va pouvoir présenter les besoins spécifiques du camarade concerné aux enfants tuteurs à travers des ouvrages de sensibilisation à la différence, des ouvrages de sensibilisation pour les destinés aux enfants sur le TSA, la dyslexie, la dyspraxie, le TDAH et voilà, tout autre enfant avec besoins spécifiques. Et puis on va pouvoir aussi s'appuyer sur par exemple des films d'animation que vous connaissez sans doute, comme Mon petit frère de la lune ou Mon ami Tom, qui présentent justement ces besoins spécifiques dans un cadre qui soit facilement compréhensible pour des enfants et tout en mettant l'accent sur l'acceptation finalement des différences individuelles. Parce que c'est aussi ça qu'on va chercher à développer à travers ce type de situation, c'est de favoriser finalement l'empathie entre les enfants et l'acceptation des différences. Pour que les élèves puissent comprendre que finalement on est tous différents les uns des autres, on a tous des choses que l'on sait très bien faire, tous des choses que l'on sait peut-être un petit peu moins bien faire, et à un moment donné de notre parcours, on a tous aussi besoin de l'autre pour nous aider à mieux nous développer ou à apprendre de nouvelles choses. Et donc l'idée, c'est que les élèves comme ça, ordinaires, se positionnent dans ce rôle d'aidant, de tuteur vis-à-vis de l'autre. Après, en termes de stratégies qu'on va apprendre, des stratégies concrètes aux enfants pour justement s'adapter aux besoins de leurs camarades à besoins spécifiques, je ne peux pas vous donner de guide comme ça tout fait, puisque bien évidemment les stratégies qu'on va apprendre aux tuteurs vont dépendre d'une multitude de facteurs, comme les objectifs de l'intervention, qu'est-ce qu'on va chercher à développer chez ces enfants-là, quels sont les besoins aussi en fonction du besoin et des profils de l'enfant tutoré ou du contexte de mise en œuvre. L'idée, c'est simplement d'essayer de faire en sorte que ces stratégies soient toujours le plus individualisées possible et qu'elles tiennent compte justement des particularités de fonctionnement spécifiques des enfants à besoins spécifiques concernés par la situation de tutorat. Simplement pour vous donner un exemple de ce à quoi ça peut ressembler et de ce que nous, on a pu faire en Bretagne et en France. Donc ça, c'est un exemple alors je ne sais pas si vous voyez bien sur les diapos, mais bon, c'est un exemple de stratégie qu'on a pu apprendre, en tout cas présenter à des élèves de CM2 pour justement les aider à aider plus facilement et interagir plus facilement avec des camarades qui avaient un trouble du spectre de l'autisme. Donc vous voyez des stratégies très concrètes comme attirer leur attention, ou se placer dans leur champ de vision avant de s'adresser à eux ou avant de leur montrer quelque chose pour être sûr de capter leur attention avant de s'engager dans la relation d'aide, de faire des phrases simples qui soient facilement compréhensibles, de donner des choix aussi aux enfants dans l'activité qu'ils souhaitaient réaliser pour favoriser leur adhésion et leur motivation à participer à ce type d'activité, de montrer comment faire pour réaliser l'activité, de faire parler mon copain, c'est-à-dire de faire parler le camarade en lui posant des questions, puisqu'ici on était plutôt sur un objectif de communication et d'interaction entre les enfants, de faire chacun son tour aussi, puisqu'on était, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais sur une situation autour d'une tablette tactile, donc forcément on n'avait qu'un objet pour 2 enfants, donc l'idée c'était aussi de s'engager dans un tour de rôle et d'être capable d'attendre son tour pour faire l'activité. Et puis bien sûr, celle-là c'est peut-être une stratégie universelle à apprendre aux enfants, mais d'encourager et de féliciter l'autre pour le maintenir motivé et renforcer les comportements attendus. Alors même s'il n'existe pas, même si les stratégies finalement qu'on va apprendre aux élèves tuteurs dans ce type de situation, elles sont individualisées, le processus, lui, d'apprentissage, c'est-à-dire la manière dont on va s'y prendre, les étapes par lesquelles on va s'y prendre pour apprendre ces stratégies aux enfants, aux élèves tuteurs, lui, est globalement
commun, c'est-à-dire qu'on va retrouver à peu près le même processus. On va commencer par expliquer aux enfants chacune des stratégies, en leur expliquant verbalement en quoi elles consistent, ces stratégies, mais surtout quel est son objectif, quel effet est attendu sur le comportement de son camarade à besoin spécifique, montrer concrètement comment utiliser ces stratégies, et puis on va s'entraîner ensuite à utiliser ces stratégies à travers des jeux de rôle, tout simplement, des jeux de rôle avec l'adulte ou avec un autre enfant, pour essayer de mettre en place les stratégies qu'on leur a apprises. Et puis l'idée, pour l'adulte, qui finalement est expert de ce type de situation, c'est aussi d'être en mesure de donner régulièrement des feedbacks aux enfants tuteurs, aux élèves tuteurs, pour qu'ils puissent s'ajuster finalement aussi en permanence à leurs camarades ayant des besoins spécifiques. Et puis bien sûr, le rôle de l'adulte dans ce type de situation, c'est pas de se dire que simplement en expliquant aux enfants et en leur montrant comment il faut faire, ça va fonctionner ensuite tout seul. L'idée, c'est aussi de se dire que l'adulte va avoir un rôle forcément de médiateur aussi, quelque part, entre les enfants, mais surtout un rôle de soutien et d'encouragement et de motivation vis-à-vis de ce type de situation et vis-à-vis des enfants qui prennent part à ce type de situation. Alors pour soutenir les élèves tuteurs, c'est ce que je vous disais, l'idée c'est aussi de continuer à fournir des feedbacks tout au long du processus de tutorat, même une fois que vous avez appris les stratégies aux enfants, que vous leur avez expliqué comment s'ajuster et comment s'adapter à l'autre. Parfois entre la théorie et la pratique, il y a aussi un gap. Donc l'idée c'est aussi d'essayer de continuellement expliquer aux enfants et d'essayer de les aider à s'ajuster le mieux possible au fil du temps également. De féliciter aussi régulièrement les tuteurs pour maintenir leur motivation et leur intérêt à s'impliquer dans ce processus de tutorat. C'est aussi une forme de reconnaissance de la part de l'adulte auquel sont sensibles les enfants dans ce type de situation. Et puis ce qui peut être intéressant, c'est de commencer, en tout cas de débuter chacune des séances de tutorat qu'on peut mettre en place par un rappel des objectifs finalement. Qu'est-ce qu'on cherche à faire à travers ce type de situation et pourquoi on le fait. Ce qui permet aux enfants de ne jamais perdre de vue, notamment pour les plus jeunes, pourquoi ils sont là et pourquoi ils le font et pourquoi c'est important de le faire. D'accord. Et puis, alors pour certains enfants, notamment pour les plus jeunes, pour les enfants tuteurs les plus jeunes, il est possible, en tout cas les travaux de recherche, certains le recommandent, de mettre en place un système de renforcement complémentaire. Alors par exemple, il y a un système, je ne sais pas si vous connaissez, d'économie de jetons, où les enfants vont accumuler des jetons au fur et à mesure de l'activité, et puis à la fin de l'activité, ils vont pouvoir obtenir un cadeau. Alors l'idée, c'est finalement d'essayer pour les enfants tuteurs les plus jeunes de soutenir leur motivation à travers une récompense concrète à la fin de la séance. Moi, je vous le présente ici parce que ça existe, j'aurais plutôt tendance à vous le déconseiller. J'aurais plutôt tendance à vous déconseiller d'utiliser ce type de stratégie basée sur le renforcement concret, parce que l'idée, c'est pas, en tout cas le risque, c'est que finalement les enfants tuteurs, les élèves ordinaires, les élèves tuteurs dans ce type de situation ne participent plus aux séances que pour la récompense concrète et non plus pour des objectifs de relations sociales à proprement parler. Enfin, vient la question, bien sûr, d'évaluer les effets du tutorat quand on met en place ce type de situation. Alors, quand on se pose la question d'évaluer les effets du tutorat, ça demande bien évidemment d'avoir au préalable défini un objectif clair de pourquoi finalement on met en place ce type de situation et qu'est-ce qu'on cherche à développer chez les enfants concernés. Alors l'idée, c'est d'essayer de décrire précisément le comportement ciblé, de décrire finalement le critère à partir duquel on va considérer que ce pourquoi on a mis en place le tutorat est atteint, ou à partir de quand l'objectif pédagogique ou l'objectif social est atteint pour cet enfant-là, et de décrire les conditions d'apparition de ce comportement. Donc par exemple, si on est sur un objectif plutôt d'ordre social, et que l'idée c'est d'essayer de sensibiliser ou d'entraîner ou d'aider les enfants à répondre à l'initiative d'un camarade, eh bien ça peut être ce comportement de répondre à l'initiative d'un camarade sur 75% du temps dans une situation de 20 minutes. Et donc là, on a finalement un objectif qui est clairement objectivable, mesurable, quantifiable, même si, bien sûr, les éléments qualitatifs liés à l'observation des enfants, des séances, au plaisir qu'ils prennent pendant les séances, est un critère aussi d'évaluation important. Mais l'idée, c'est de se dire que, voilà, en ayant un objectif, un critère d'évaluation et un objectif d'emblée défini, ça permet aussi de savoir quand est-ce qu'il est atteint et de pouvoir derrière réactualiser ou remettre à jour cet objectif pour les enfants. Alors, je voudrais simplement finir, je ne sais pas du tout en termes de temps comment je suis, mais par vous présenter une recherche
donc qu'on a faite en Bretagne dans le cadre de ma thèse, qui était donc sur cette idée, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, de proposer, mais aussi d'évaluer les effets donc d'une situation de tutorat entre élèves qui a été mise en œuvre dans une situation de travail sur une tablette numérique. En fait, on est parti du principe que eh bien, le tutorat pouvait être une stratégie pour favoriser l'inclusion sociale des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. Et pourquoi la tablette numérique? Parce que de plus en plus, alors j'imagine que ça doit être le cas aussi en Belgique, mais de plus en plus en France, les outils numériques font leur apparition en classe. Et on voit de plus en plus d'enfants qui se baladent avec leur tablette à l'école pour des objectifs différents. Et donc l'idée qu'on s'était dit, c'est pourquoi on n'essaierait pas d'utiliser ce support numérique, ce support tablette, non pas comme un objet d'apprentissage ou de remédiation en tant que tel, mais comme simplement un support de médiation des interactions entre les élèves dans ce cadre-là. Alors on avait donc dans cette recherche 4 élèves avec un diagnostic de TSA qui étaient âgés entre 4 et 10 ans et 4 enfants, 4 élèves au développement typique qui étaient scolarisés donc en primaire, mais donc qui étaient âgés de 10 ans au début de l'étude. Donc on a constitué en fait 4 dyades avec à chaque fois un enfant, un élève TSA et un élève au développement typique. Donc c'était à chaque fois des dyades non mixtes, donc on n'avait que des garçons en l'occurrence. Et les élèves se sont rencontrés 2 fois par semaine pendant 30 minutes pour faire ces activités sur la tablette tactile tout au long de l'année scolaire. Donc c'était des activités sur une tablette numérique, des activités qui avaient été spécialement conçues par une équipe, donc par Learn Enjoy, pour être des activités plutôt de type préscolaire. Je vous montrerai un exemple tout de suite après. Mais en tout cas, c'est une application qui a été conçue pour être adaptée aux particularités de fonctionnement des enfants ayant un TSA. Donc c'était ce type d'activité, par exemple, réaliser des puzzles ou associer des images entre elles. Et donc au niveau des résultats de la recherche, je suis assez synthétique, eh bien on a observé des effets positifs chez tous les élèves, parce qu'on avait mesuré finalement les effets du tutorat aussi bien chez les élèves avec un diagnostic de TSA que les élèves au développement typique. Et ce qu'on a pu voir, c'est une augmentation progressive des interactions sociales entre enfants au fur et à mesure des séances de tutorat, et notamment une diminution des comportements sociaux négatifs chez les enfants ayant un TSA. C'est-à-dire que petit à petit, on a une transformation du système de communication et d'échange entre les enfants qui est plutôt passé, pour certains, d'échanges plutôt de nature conflictuelle, liés notamment à l'usage de la tablette en tant que telle, vers plutôt des échanges affiliatifs et prosociaux entre les enfants grâce justement à ce système de tutorat. Et puis chez les enfants, donc chez les élèves ordinaires, on voit une augmentation des conduites de tutelle qui sont plus nombreuses et plus variées. C'est-à-dire que les élèves ordinaires sont finalement, après justement avoir été sensibilisés à l'autisme en l'occurrence, après avoir été formés à utiliser des stratégies concrètes qui vont leur permettre d'aider plus facilement leurs camarades, eh bien les enfants utilisent plus de conduites d'aide et plus de conduites différentes surtout que ce qu'ils n'utilisaient avant pour justement interagir avec leurs camarades. Donc l'idée c'est de se dire que grâce à ça, les enfants sont finalement se sont adaptés plus facilement, en tout cas, ou de manière plus efficace aux besoins spécifiques de leurs camarades dans ce type de situation-là. Et de ce fait-là, finalement, eh bien, les élèves avec un TSA répondaient aussi davantage aux conduites d'aide qui leur étaient proposées par leurs camarades dans ce type de situation. Alors, finalement, si on peut essayer de faire une conclusion de cette recherche, c'était de se dire que le tutorat entre élèves peut être mis en œuvre dans des situations variées, bien sûr des situations classiques, mais aussi des situations un petit peu plus innovantes, qui impliquent par exemple ici l'usage d'une tablette numérique. Avec cette idée que la tablette pouvait donc être utilisée à la fois comme finalement outil de pédagogie différenciée, c'est-à-dire comme outil d'apprentissage en tant que tel, mais aussi comme un médiateur social entre les enfants dans un processus de tutorat. Alors le message finalement, les messages en l'occurrence que j'aimerais vous faire passer et que j'aimerais que vous rapportiez avec vous quelque part à la maison suite à ma présentation. Tout d'abord, l'école inclusive, c'est possible. Moi j'y crois et moi je ne fais pas, en tout cas je dirais que je ne fais pas partie de ces personnes ou de ces chercheurs globalement qui finalement pensent que l'école inclusive est une utopie qu'on n'atteindra jamais. Moi, je vois ça plutôt comme une destination. Je vois plutôt l'école inclusive comme une destination vers laquelle, justement, il faut qu'on essaye de tendre et d'aller. Et la question que je me pose, et en discutant avec de plus en plus de personnes au fil de mon parcours, c'est de se dire, est-ce que la vraie question, c'est
se dire est-ce que l'école inclusive est possible ou est-ce que l'inclusion scolaire est possible pour cet enfant-là, ou est-ce que la vraie question, c'est pas tellement de se dire plutôt comment on va faire pour rendre ça possible et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement essayer de faire en sorte que cet enfant soit inclus. Je pense qu'elle est plutôt là la vraie question. Avec cette idée que, bien sûr, et j'espère que vous l'aurez compris à travers la présentation, la neurodiversité est une source de richesse importante à laquelle il faut sensibiliser les enfants le plus tôt possible. Nous, on a travaillé avec des enfants de maternelle et simplement de sensibiliser les enfants dès la maternelle, donc dès 4-5 ans, aux besoins spécifiques et à la différence, on voit des effets positifs. Donc, c'est vraiment un axe important dans la mise en œuvre, en tout cas à mon sens, de l'école inclusive. Et puis, bien sûr, les élèves au développement typique sont des acteurs indispensables, et c'est un petit peu aussi le message que je voulais vous faire passer à travers cette présentation, à la mise en œuvre des principes de l'école inclusive. C'est vrai qu'on parle beaucoup du rôle des équipes, on parle beaucoup du rôle des enseignants, du rôle des parents, mais on oublie parfois aussi les autres élèves qui constituent finalement une source de richesse assez incroyable et sur lesquels il faut aussi s'appuyer quand on veut justement essayer de mettre en œuvre les principes de l'école inclusive. Donc pour ça, le tutorat par les pairs peut être une stratégie intéressante et efficace pour favoriser justement la collaboration, les échanges et le soutien entre élèves dans ce type de situation. Donc les élèves ordinaires sont pleins de ressources et d'envie. Moi, c'est vraiment ce que j'ai pu voir à travers mes années de doctorat, en travaillant avec les enfants dans les écoles et avec les équipes aussi. Mais simplement, il faut qu'on leur donne les moyens aussi d'être des acteurs de cette école inclusive. Il faut pouvoir leur donner ces moyens-là. Donc c'est à nous aussi, en tant que professionnels, en tant que chercheurs, d'être en mesure de les accompagner et de les encourager dans ce processus-là. Donc je voulais simplement finir par vous montrer quelques ressources, mais que vous aurez donc sur le diaporama, quelques outils, quelques livres de sensibilisation alors à l'autisme, au TDAH, à la déficience intellectuelle, quelques films d'animation sur lesquels on peut s'appuyer pour justement sensibiliser les enfants à la différence en milieu scolaire, et puis des choses un peu plus pratico-pratiques sur comment mettre en place un processus de tutorat, donc un petit peu des éléments que je vous ai donnés aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, je vous remercie de votre attention.